Mais quel est le rôle de ces messieurs? C'est de faire du profit. Dans cette vidéo, nous allons aborder les trois facettes, les trois aspects du métier de marchand de biens et les implications que cela va avoir si vous souhaitez créer une nouvelle activité de marchand de biens ou alors développer une activité de marchand de biens existante. On est parti. Salut à tous, ici Yannick le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme et que vous réalisez des marges absolument délirantes. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens sur la région lyonnaise et je dirige la MDB Academy, un organisme de formation certifié Calliope spécialisé dans l'activité de marchand de biens. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Et si vous êtes des anciens de la chaîne, j'espère que vous avez la grosse forme. Et en tout cas, ne vous inquiétez pas, le contenu de cette vidéo n'est pas réservé aux débutants, il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir apprendre. Donc les trois facettes de l'activité de marchand de biens, c'est que 1. C'est un statut fiscal, deuxièmement, c'est un professionnel de l'immobilier, et troisièmement, c'est un commerçant de l'immobilier. Et cela va avoir des répercussions très concrètes sur votre activité, sur votre quotidien. Donc c'est pas juste de la théorie. Donc on va un petit peu décortiquer ces trois facettes. Donc premièrement, un statut fiscal. C'est-à-dire que en gros, pour devenir marchand de biens, ce que vous devez faire, c'est faire une déclaration au RCS, donc au registre du commerce et des sociétés, et au bout de 15 jours, félicitations, tadam, vous êtes marchand de biens. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous allez créer une société soumise à l'IS qui va avoir pour objet social, entre autres, enfin vous pouvez avoir uniquement cet objet-là ou d'autres, l'activité de marchand de biens, et cela suffit pour être marchand de biens au regard de la loi. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut avoir cet objet social parmi d'autres, c'est-à-dire qu'on peut dire marchand de biens et c'est pas artisan plâtrier par exemple, mais c'est quand même assez déconseillé puisque c'est une activité qui est particulière, c'est une activité dont la fiscalité, notamment le régime de TVA, est quand même très spécifique, et donc, qui présente des risques, et donc il est quand même conseillé de l'isoler. C'est-à-dire que si vous voulez faire du marchand de biens et que vous avez une société d'artisan plâtrier, eh bien, ayez une société pour faire le marchand de biens et ayez une société pour votre activité d'artisanat. Et donc, comme c'est un statut fiscal, l'activité de marchand de biens, eh bien, il va falloir avoir un minimum de connaissances en fiscalité puisque vous allez avoir de nombreux choix à faire. Donc, quel type de société vous créez, comment vous allez vous rémunérer, donc quel va être le statut du dirigeant de la société, etc. Et après, les questions d'IS, les questions aussi de TVA. Donc, il va y avoir un certain nombre de connaissances à accumuler, notamment en fiscalité. Le deuxième aspect de l'activité de marchand de biens, c'est que vous êtes un professionnel de l'immobilier. Et cela va avoir des conséquences très concrètes, notamment sur tout le volet juridique. Donc la toute première chose, c'est la responsabilité vis-à-vis des acquéreurs. Il faut savoir qu'en tant que professionnel de l'immobilier, vous n'êtes pas exonéré de la garantie des vices cachés. C'est-à-dire qu'un particulier, lui, en France, il est considéré comme un non-sachant, et donc s'il vend un bien dans lequel il y a un problème, donc à moins qu'il ait volontairement dissimulé la chose, eh bien, il est exonéré de la garantie des vices cachés. Ce qui n'est pas votre cas en tant que professionnel. Par exemple, je vais vous donner un exemple assez simple. Donc, imaginons que vous, en tant que marchand de biens, vous achetiez un bien, vous achetez une maison sur laquelle il y a un souci, vous vous en rendez pas compte, votre vendeur, il est de bonne foi, il s'en est pas rendu compte non plus, c'est pas un problème d'infiltration, un problème d'habitabilité, bref. Votre vendeur est de bonne foi, il vous vend, et vous êtes de bonne foi aussi, vous revendez le bien, vous faites typiquement un aller-retour, vous revendez le bien sans rien faire. Votre acquéreur attaque ses travaux, et là il se rend compte qu'il y a un gros souci sur le bien. Et que là, il y a un vice caché. Un vice caché puisque forcément il n'était pas apparent. Votre vendeur, lui, il est exonéré de la garantie dans la mesure où, ce n'est pas un sachant, ce n'est pas un professionnel, et donc la loi française l'exonère de cette garantie des vices cachés. Ce qui n'est pas votre cas. Ce qui veut dire que là, en la matière, même si vous êtes de bonne foi, eh bien, vous devez rendre des comptes, et en fait, c'est votre responsabilité, puisque vous êtes considéré comme un professionnel, et donc vous auriez dû vous en rendre compte. Alors, on n'a pas les mêmes garanties à donner que dans le neuf, bien sûr, parce que nous, on ne fait pas du neuf, on fait de l'ancien, mais quand même, il est de notre responsabilité de se rendre compte de ce genre de problématiques si jamais elles surviennent. Au cas où, parce que là, vous êtes en train de vous dire « Ouh là là, mais c'est vraiment la merde, qu'est-ce qui va m'arriver si jamais je suis dans ce cas de figure ?» Je vous rassure, c'est la raison pour laquelle un marchand de biens en tant que professionnel de l'immobilier doit souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle qui va le couvrir justement en cas de problème. Donc si jamais il y a un souci et qu'un de vos acquéreurs vous souhaite activer la garantie des vices cachés, bien vous pouvez aller vous reposer sur votre assurance responsabilité civile professionnelle
C'est entre autres une des raisons pour lesquelles elle est si importante dans l'activité de marchand de biens immobiliers. Autre conséquence de votre statut de professionnel de l'immobilier, c'est qu'en cas de litige, vous serez toujours considéré comme le méchant. Les tribunaux, ils vont se dire, ah, un marchand de biens, donc déjà, profession qui a très mauvaise presse, et un pauvre petit particulier. Donc il y a un méchant professionnel et un gentil particulier, et c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre, et en gros, eh bien, si le bien, enfin, si le litige arrive devant les tribunaux, vous serez de base considéré comme le méchant et vous devrez vraiment faire des efforts pour prouver votre bonne foi. L'implication tacite pour vous, c'est que vous devez accumuler tout un tas de connaissances pour devenir un vrai professionnel de l'immobilier, parce que dites-vous que de toute façon, vous allez être considéré comme tel, au regard de la loi. Donc tant qu'à être considéré comme tel, autant être un vrai pro. Et quelles sont ces connaissances? Donc, il y a la fiscalité, on en a déjà parlé, il y a l'urbanisme, il y a le droit privé, donc tout ce qui est copropriété, il y a tout ce qui relève du commerce, il y a tout ce qui relève de la finance, il y a toutes les notions techniques, toutes les notions de montage opérationnel. Donc bref, toutes ces connaissances-là font que, enfin, si vous les avez, vous serez un vrai professionnel. Si vous en savez la moitié ou vous ne savez pas grand-chose, vous allez juste être un marchand de biens du dimanche. Donc faites bien attention, de toute façon, vous serez considéré comme un professionnel au regard de la loi. Je vous invite donc très chaleureusement à vous former sur tous ces points. Et encore une fois, on s'en fout que ce soit ma formation, celle d'un autre. Peu importe, l'essentiel c'est que vous suivez une formation qui soit complète, qui va vous apprendre toutes les bases juridiques, les bases d'urbanisme, les bases de commerce, etc. que vous devez savoir, non seulement pour réussir, mais également pour vous protéger un maximum. Enfin, le troisième volet de l'activité de marchand de biens, c'est qu'un marchand de biens est un commerçant de l'immobilier. C'est-à-dire qu'il achète des biens et il les revend pour dégager un bénéfice. Alors, certains achètent des voitures, les retapent, réparent 3 pièces, et les revendre, à nous c'est pareil, sauf que ce qu'on achète et ce qu'on revend, ce sont des biens immobiliers. Et là, je voudrais insister un petit peu sur le rôle social du marchand de biens, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a fait un rendez-vous en mairie avec mon frère, qui s'est très 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 mal passé. L'adjoint au maire, c'était une vraie tête à claque, et ils ont retoqué notre projet alors qu'il était hyper raisonnable, et il était là, mais quel est le rôle de ces messieurs? C'est de faire du profit. Putain, vraiment, je vous jure, il y avait des torgnoles qui se perdaient pendant ce rendez-vous, et ce qu'on a essayé de lui expliquer, il s'en foutait pas mal, mais on a quand même essayé de lui expliquer que ce que notre projet allait permettre, c'était de créer des lots qui soient abordables pour les primo-accédants. Et ça fait partie du rôle social du marchand de biens. C'est-à-dire que nous, on va souvent aller proposer des solutions de logement dans des endroits ou une typologie de biens qui sont en général inaccessibles aux personnes dans ce secteur ou de cette catégorie socio-professionnelle. Là, en la matière, nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on propose du plateau. Donc, on aime bien la revente en plateau, on essaye en général d'en faire le moins possible. Donc, clairement, c'est ce qui nous arrange, on va pas faire les Mères Teresa. Ça nous arrange de faire du plateau et d'en faire le moins possible. Par contre, on vend vraiment pas cher pour pouvoir attirer les bonnes personnes. Et donc les personnes qui nous achètent des lots, en général, elles achètent des lots, mais à des prix défiant toute concurrence, et qui sont absolument introuvables sur le marché. Donc déjà, on propose des lots à des prix qui sont intéressants, et en plus, comme on subdivise, on crée du logement. Et en gros, on vient se caler à la charnière entre les particuliers, qui eux ne font que acheter et revendre toujours le même bien, donc ils ne mettent pas de biens sur le marché, les promoteurs qui eux font du neuf. Nous, on s'intercale entre les deux, et on fait du neuf avec du vieux. En gros, on a vraiment ce rôle social de créer du logement, et de vraiment ce rôle aussi de densifier un petit peu toutes les zones qui sont déjà un petit peu urbanisées. Et notre autre rôle, c'est de rénover le parc immobilier. Parce que là aussi, il y a des gens qui disent « Ah, mais tu fais du profit, etc. » Mais ouais, je fais du profit, et c'est très bien. Mais vous pouvez vous en rendre compte si vous baladez, même dans les grandes villes, etc. Il y a plein d'immeubles qui sont pourris, il y a des maisons qui tombent en ruine, etc. Et le marchand de biens, quand il s'engage dans un projet comme ça, il lance un élan de renouveau, un élan de rénovation. Et là où un marchand de biens passe, il y a toujours rénovation et amélioration du parc immobilier. Donc ça, ce sont vraiment les composants du rôle social du marchand de biens sur lesquels je voulais insister. Après cette digression donc, sur le rôle social du marchand de biens, donc, pour rappel, on est sur le volet commerce de l'activité de marchand, et cela va avoir des implications absolument critiques. Donc déjà, l'implication numéro 1 de votre statut de commerçant de l'immobilier, c'est qu'il faut savoir compter. Imaginez un commerçant qui ne sait pas compter, il ne sait pas à quel prix il achète, il ne sait pas à quel prix il peut revendre surtout, ça c'est très, très important. Ça c'est un commerçant qui va droit à sa perte. Et bien de la même manière, vous devez savoir à quel prix vous pouvez revendre, c'est la première chose, et ça va déterminer également à quel prix vous pouvez acheter. Donc il faut également savoir acheter au bon prix. Et pour savoir à quel prix vous devez acheter, vous devez savoir à quel prix vous pouvez revendre. Ça va nous amener à l'autre chose que vous devez savoir, c'est vous devez savoir négocier. Un bon commerçant, c'est forcément négocier. Et quand je dis négocier, ça n'est pas juste le prix, mais également, surtout, les conditions. Donc les conditions suspensives, les conditions de délai, etc. Ce sont des choses qui sont absolument critiques
pour un marchand de biens. Et enfin, vous devez savoir quel produit proposer et à qui. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'activité commerciale du marchand de biens. Il doit savoir quel est son public cible. Et en fonction du public cible, eh bien, il doit savoir quel produit lui proposer. Ah, ça me ramène à la conversation que j'ai eue avec l'adjoint au maire. On lui expliquait que dans cette commune, dans sa commune, les gens ne pouvaient pas se loger, enfin les primo-accédants ne pouvaient pas se loger, puisque en fait les logements étaient beaucoup trop chers et que c'était virtuellement impossible pour eux de se loger sur cette commune, sauf si papa, maman mettaient un petit peu la main à la poche. Bon, pour la petite anecdote, il nous a raconté que lui, il en avait rien à foutre que les primo-accédants puissent acheter des logements ou pas sur sa commune, donc c'était très, très agréable à savoir. En tout cas, si vous savez que dans une commune donnée, il y a une grosse demande de la part des primo-accédants, de vous dire, ok, les primo-accédants cherchent ici, ils ne trouvent pas quelle typologie de bien un primo-accédant souhaite acheter. Là, vous devez vous dire, ok, 80-90 mètres carrés, un petit bout d'extérieur, etc. Bim, s'il y a un peu de travaux, ça ne le dérange pas parce qu'il va venir les week-ends avec son beau-père et tout. Et là, tac, vous commencez à réfléchir, vous dites, c'est exactement cette typologie-là de bien que je vais proposer. Donc là, après, vous savez quel type de bien vous proposez, à qui, à quel prix vous pouvez revendre, vous savez à quel prix vous pouvez donc acheter. Donc là, vous pouvez amorcer votre négociation. Et vous avez là tous les éléments nécessaires pour être un bon commerçant de l'immobilier. Alors, marchand de biens, c'est vraiment une activité à la mode. Tout le monde en parle, sur les réseaux, sur les trucs, machin, c'est vraiment à la mode, tout le monde en parle, tout le monde veut devenir marchand de biens. Seulement, comme vous pouvez le constater, vous l'avez pu le constater sur cette vidéo ou si vous suivez les autres vidéos de ma chaîne, c'est que c'est une activité qui est beaucoup plus complexe que les gens veulent bien le croire. Et c'est la raison pour laquelle aussi il est très important de suivre une formation de qualité. Quand j'ai créé la MDB Academy, donc notre organisme de formation certifié Calliope, j'ai eu à cœur de mettre du sérieux dans cette activité et en général, quand les gens sortent de nos formations, un des commentaires qui ressort le plus, c'est le tsunami d'informations qui se prennent et ils nous disent très souvent « je ne m'attendais pas à apprendre tellement de choses » parce que il y a souvent un gros fossé entre le glamour de l'immobilier sur Internet avec ouais, la réussite et rentier, gna gna gna, et cash flow et mes fesses, et la réalité du terrain qui est les travaux, se farcir les mairies, se farcir les pièces complémentaires, les ABF, les trucs, les bazars, le fisc, Enedis et compagnie. C'est la raison pour laquelle il faut vous former de façon très sérieuse. À l'activité de marchand de biens, c'est une activité qui a pâti pendant très longtemps d'une très mauvaise réputation. Elle en pâtit encore. Nous essayons d'œuvrer avec d'autres acteurs sérieux du marché à redorer le blason de cette activité, en faire quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus sérieux. Donc si vous envisagez de vous lancer dans l'activité de marchand de biens, moi je vous y invite parce que c'est passionnant, c'est rémunérateur, etc. Eh bien, je vous en conjure, faites-le de façon sérieuse et de façon carrée et soyez des vrais professionnels de l'immobilier. C'était Lionel Marchand de Biens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like, laissez-moi un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec toutes les personnes que ça pourrait intéresser. À la prochaine.